Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Et pour cette semaine, mesdames et messieurs, je reçois je fais le mélange, une beauté et une intelligence. Voilà, je reçois Bernadette Poundou. Et avec elle, nous allons, la formule est consacrée, vous le savez, décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse en tout cas d'être avec nous, Bernadette. Oui, merci beaucoup, d'autant que je sors d'une diète médiatique. Ça fait quand même pas mal de temps que je ne suis plus passée sur un plateau de télé. Et je me suis dit, à tout seigneur, tout honneur, depuis le temps que nous avons dit qu'il fallait qu'on puisse faire face ensemble aux téléspectateurs de Congo Web. Aujourd'hui, je me suis dit, ça serait avec vous. Donc, merci de m'avoir reçu sur votre plateau, Madame Paulette Kimonto. Voilà, activiste Bernadette Poundou, on vous a connu depuis, moi je vous connais d'ailleurs depuis plus de 15 ans. Ouais. La drépanocytose était votre cheval de bataille. Et aujourd'hui, on en est où? Est-ce que parce que c'est une maladie liée aux Noirs, hein? J'ai appris ça par vous, c'est lié aux Noirs. Est-ce que les Noirs aujourd'hui, les Congolais aujourd'hui ont compris l'importance de votre combat, et est-ce qu'il y a encore des enfants qui naissent toujours drépanocytaires? Oui, voilà. Oui, c'est vrai que ça fait depuis plus de 30 ans maintenant que je suis dans la lutte contre la drépanocytose, parce que comme je le dis souvent et je ne m'arrêterai jamais de le répéter, c'est un combat de vie. Donc la drépanocytose continue à faire son bonhomme de chemin parce que notre combat n'est pas proportionnel aux problèmes que cette maladie pose dans notre population. J'ai eu à le dire plusieurs fois, nous sommes 25 à 30% de Congolais susceptibles de pouvoir procréer des enfants drépanocytaires. Donc 30 à 25%, 25 à 30% plutôt, des personnes qui portent la gène S, qui est elle-même responsable responsable de la naissance des enfants drépanocytaires. Donc jusqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons la naissance de 2 à 3% d'enfants drépanocytaires par an. Donc le problème est toujours grave et toujours présent. Quel examen il faut faire pour l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais ça c'est une chose. Mais la plus grande chose, c'est la sensibilisation. C'est vrai que depuis le temps que nous avons... peut-être pas qu'il faut faire cet examen-là. Bon, on doit commencer par ça pour... Exactement. Au fait, c'est-à-dire que c'est une question de structuration de cette combat. Ou de ce combat plutôt. Vous savez, la drépanocytose, en fait, le plus grand problème que nous rencontrons, c'est que ça touche à la liberté la plus fondamentale de l'être humain, c'est-à-dire la liberté, le choix de la personne avec laquelle on va procréer. Donc, le choix de la personne à aimer. Est-ce que je ne pense pas qu'il y a deux personnes ici, même vous, madame, je ne sais pas si vous êtes arrivé de raisonner le jour où vous avez rencontré votre mari, que bon, voilà, je réfléchis, bon, je l'aime ou je l'aime pas, peut-être que par rapport à ce que pourrait advenir notre la progéniture. Donc, j'essaie juste de dire que c'est très très difficile à un être humain déjà amoureux, de lui demander de mettre la raison là où le cœur agit. Quand bien même, nous avons toujours demandé qu'on puisse introduire cette notion de la drépanocytose déjà à l'école primaire, parce que nous sommes vraiment touchés. Qu'on puisse faire comprendre, donc dans le cours du civisme, faire comprendre aux jeunes en âge de se marier, aux enfants et tout, leur donner déjà le problème que pose notre race par rapport à cette maladie-là. Mais bon, on essaye, c'est toujours compliqué. Il y a un programme national qui n'a pas d'argent, il y a les personnes de bonne volonté comme moi, comme plusieurs personnes, il y a plusieurs associations, mais on ne décourage pas. Nous savons que on finira par avoir quand même un intellectuel. C'est vrai que le cœur et la raison, ça fait toujours... C'est deux choses vraiment complètement différentes. Mais quand même, quand vous avez déjà fait, par exemple, vous avez déjà procréé un enfant, SS, la raison quand même doit dire, mais ça va, là, j'en ai déjà un, je ne peux pas continuer à en avoir 2, 3, 4. C'est quelle vie vous allez mener? C'est vrai que vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, mais l'enfant va souffrir et vous-même, vous allez souffrir. De temps en temps, il faut être aussi raisonnable. Vous êtes une intellectuelle quand même. Oui, voilà. Donc le problème de la naissance, du rythme de naissance de ces enfants-là dans un couple, au fait, appartient vraiment au hasard de la naissance. Au hasard, c'est la loterie de la vie. Donc, deux personnes peuvent être AS et ne jamais faire de SS. Mais deux personnes peuvent être AS, avoir un seul
enfant drépanocytaire et puis d'autres enfants en bonne santé, ou tout simplement à chaque naissance, voilà, et puis bon, juste ponctué d'un seul enfant en bonne santé, et puis donc c'est très difficile, c'est très compliqué. C'est pour ça que la seule raison valable pour laquelle nous nous levons à chaque fois, c'est de dire nous devons faire des tests prénuptiaux, faire des tests non seulement prénuptiaux, mais tous les jeunes en âge d'aspirer au mariage doivent chacun, comme dans la carte d'identité, savoir que je suis AS, et puis bon, faire un choix conséquent le moment venu. C'est très compliqué. Néanmoins, nous arrivons quand même, nous avons eu quand même des avancées. Par exemple, dans mon ONG, c'est grâce à mon ONG que nous avons aujourd'hui le programme national de lutte contre la drépanocytose. Il existe déjà à notre époque. Moi, quand j'avais eu le cas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des associations, en tout cas, qui en parlent volontiers, qui organisent volontiers des activités pour sensibiliser dans les écoles et tout. Et puis bon, nous avons la dernière activité que nous allons mener, c'est d'amener le pays, ça veut dire amener une proposition de loi pour que le pays puisse, les députés, pour que l'Assemblée nationale puisse voter une loi qui protégerait qui prendrait en charge le drépanocytaire de sa naissance jusqu'à sa mort. Non, jusqu'à sa mort. Ben oui, mais un peu comme on prend en charge les Congolais qui sont malades du sida, un peu comme nous avons des programmes sur la lutte contre la malaria où on donne des médicaments, le programme sur les handicapés, parce que bon, les handicapés, les drépanocytaires, c'est quand même des handicapés génétiques. Donc, tous ces programmes-là, nous voulons vraiment que le pays puisse prendre ce problème à bras le corps pour assurer quand même une bonne vie à tous les enfants congolais qui naissent avec la drépanocytose. Voilà. Et à part la drépanocytose, il y a aussi aujourd'hui, on découvre les enfants autistes, on découvre les enfants... il y a encore quelle maladie à part l'autisme? On découvre ça en tout cas. Oui, exactement. Voilà. Donc il y a d'autres cas. Autant de cas, aussi l'albinisme. Oui, voilà. Donc, et le mongolisme. Le mongolisme, voilà. Donc, etc. Il y a beaucoup de choses il y a énormément de raisons en fait de rester à mener un combat social pour ces enfants pour différents, la prise en compte de tous ces enfants, pour ceux qui sont différents. Voilà. Nous allons commencer par le social. Je l'ai dit, 2021, c'est comme ça. Nous allons parler de la rencontre du numéro 1 de la ville de Kinshasa avec les commerçants du Grand Marché. Vous savez que le Grand Marché a été démoli, vous avez vu les images, et beaucoup de commerçants, des commerçantes se plaignent de cela, et Ngobila a tenu une réunion avec eux pour en discuter, et nous allons parler évidemment du mois de mars. Le mois de mars est clôturé, nous sommes maintenant au mois d'avril. Quelles sont les retombées, quelles sont les avancées des droits de la femme? J'ai une femme avec moi, nous allons en parler tout à l'heure. Premier condensé, mesdames et messieurs. C'est dans le souci d'encourager les bonnes initiatives que la Fondation Riche Club des Louvoilou a organisé cette exposition de produits réalisés par les femmes vivant avec handicap. Question de clôturer les activités en marge du mois de mars dédié à la femme. Les invités des marques parmi le ministre d'État à la Communication, Jolino Makelele, le député Ezekiel et Christelle Vouanga ont palpé du doigt les produits de ces femmes qui, malgré leur handicap, sont capables de transformer la société. Nous, femmes handicapées, reconnaissons les efforts déployés par notre État congolais en notre faveur. À titre illustratif, la présence de l'article 49 de notre Constitution qui garantit les droits des personnes handicapées. L'adoption et la ratification de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, dont l'objectif principal est d'encourager l'inclusion et la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société. Malgré les avancées énumérées si haut, d'aucuns ignorent que la personne handicapée de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, sont victimes des discriminations. Occasion pour le président de Foric d'interpeller les élus présents sur l'état de la route Kimbanseke. Tolani, maman Christelle Vouanga, Aouti Moussika Balobi, Yaye Koulukane va voir Awati. Mais surtout bengiye to kanisa ki ata likambo moko. Papa Ezekiel ndenge moko. Surtout bengiye to kanisa ki ata likambo moko. Bino moko ba maman handicapé abundeli bino. Mais ngala na message na opesa ye. Ata la ketango aye akoti nzela Kimbanseke.
pour ba maman oyo ba koma awa to sali boy nzela ezate papa Ezekiel mama Vwanga nzela ezate donc nzela kimbantie que même ndenge bolobio 100 jours ya chef de l'état awa na kimbantie que bazui yango te. L'exposition s'est terminée par le chant et danse. La nouvelle du déguerpissement des commerçants des marchés pirates créés sur les avenues Kato, Ouakading, Loa et autres est arrivée aux oreilles des commerçants exerçant sur ces artères. Ces hommes d'affaires ont fait la sourde oreille. Ils ont ainsi décidé d'aller à la rencontre de l'autorité urbaine pour avoir la bonne information. En bon père, Jean-Tini Ngobila s'est disponibilisé pour s'entretenir avec ses commerçants et les riverains. Ils ont tout d'abord tenu à encourager l'autorité urbaine à poursuivre sa démarche de développer la ville et à ne pas prêter oreille aux ennemis de Kinois. Ce, avant de lui faire part de l'insalubrité qui caractérise leur lieu de travail. Après avoir étalé sa vision pour la ville, l'autorité urbaine a fait savoir à l'Assemblée le bien fondé de moderniser le grand marché de la capitale. Parce que le développement n'est pas encore premier ou changer mentalité. Motomo nyonso eske avandi acha mo bopeto. Yango ana de Kinshasa bopeto. Ce qui moto nyonso a saleli makanisi pe maloba obiso toza koloba. Na banzi mboka na biso ko banango peto. Nzela ezali plus important que ba commerce au bino boza kosala. To respecter balabala. Pona yango. Tozo ça la formation à ba bourgmestre bazwa qualité, il y a OPJ, officier de police judiciaire à compétence générale. C'est-à-dire que à Koiko, il y a la police, à Salio, PV, procès verbal, à Tundio Mbalamo qu'on a parqué. À cet effet, Jean-Tini Ngobila va accorder 1 mois aux commerçants des marchés pirates des avenues Kato, Loa et autres pour occuper les marchés provisoires, notamment Kabinda et Kalembelembe. Dans un bref délai, d'autres marchés seront construits pour permettre aux vendeurs du marché central fermé de continuer avec leurs activités. Et c'est yomoko e bakocha soin place yo vandi pour ceux qui te boko nekozora ka yomoko yonoko bela oko dépenser et ça gouverneur té. Donc changement mentalité o mokonzambo ka lobaki pe gouverneur a ville azo senga ezali pona bolamu na biso. Bernadette Pondou. Oui. Le marché central a été démoli. La grande question, est-ce que la modernisation va de pair avec la propreté? Bon, moi, quand je vois ces éléments, j'ai suivi toute la problématique qui se passe par rapport au grand marché. Je reviendrai à votre question, mais j'ai une réflexion. Je me dis que il y a toujours un problème par rapport aux commerçants, évidemment. Il y a un problème de survie. Alors, quand on prend le problème de survie va avec le statu quo. Ils doivent survivre, donc ils doivent continuer à vendre. Ils doivent maintenir la situation en l'état. De l'autre côté, nous avons le problème du développement qui, lui, induit au changement. À la modernisation, un tout petit peu. Exactement. Or, le changement nécessite une rupture de la mentalité, rupture dans la vision de la chose et tout. Donc, l'autorité provinciale se retrouve devant cette réalité et cette autorité doit trancher. Et je pense qu'en tant que responsable, l'autorité a tranché. Parce que gouverner, c'est ça, au fait. Gouverner, c'est prévoir, avoir des décisions impopulaires, avoir des décisions impopulaires pour le bien-être de tous. Il est dit, en politique, on dit souvent, le peuple, vous ne pouvez pas l'identifier à une seule personne. Une seule personne réfléchit, mais vous mettez un groupe de personnes, la masse n'est pas dans une logique de réflexion et de logique. Donc, à un moment donné, quand la décision va pour le bien-être de tous, même contre votre propre volonté, l'autorité politique va prendre une décision qui va vous rendre service par après. Parce que c'est ça maintenant, même. Maintenant, ils ont l'impression que ce n'est pas ça, mais moi, je pense que si le gouverneur Ngobila avait la même détermination
dans tous les domaines de gestion de la ville de Kinshasa. Je pense que dans quelques 2 ou 3 ans, Kinshasa ne sera pas... Oui, Kin Bopeto est là, Bon, Kin Bopeto, c'est vrai, est regorgé des personnes de bonne volonté, est regorgé des personnes de bonnes intentions, mais jusque maintenant, les moyens ne suivent pas. Parce que nous savons, on a beau demander aux Kinois de prendre des initiatives de propriété, de changer la mentalité et tout ce qui va avec, mais en amont, il faut qu'il y ait aussi un fonds, un budget qui puisse permettre la faisabilité de certaines actions. Prenons par exemple, pour qu'on puisse débarrasser les ordures. Il faut tout un budget pour les prendre d'un point A à un point B. Il faut des camions, l'incinération. C'est toute une politique, c'est tout un plan d'action qui nécessite des millions et des millions d'argent. Mais bon, Kin Bopeto, jusqu'aujourd'hui, que nous n'avons toujours pas. Est-ce que Kinshasa manque $1 million ou 2 millions, 3 millions de dollars? Bon, Kinshasa ne manque peut-être pas 1 million ou 3 millions de dollars, mais Kinshasa croule sous les priorités. C'est ça le problème. Kinshasa croule sous les priorités pour Kinshasa paye un peu le fait d'être le miroir de la République, paye un peu le fait d'être le siège des institutions, et qu'à un moment donné, le rôle que doit jouer le gouvernement central pour alléger la tâche au gouverneur ne se joue pas. Je parle par exemple de l'argent qui doit venir de la rétrocession, où le gouverneur peut avoir aussi une marge de manœuvre pour pouvoir injecter les 40%. C'est toujours pas encore d'actualité. Donc à un moment donné, on peut être tenté de critiquer, parce que bon, la critique est vraiment aisée, mais quand vous vous mettez dans la peau de Ngobila, vous vous rendrez compte que tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui relève du miracle et qu'il est quelque part à féliciter. Et je crois que le jour où les choses vont revenir à l'ordre, je crois que le gouvernement Ngobila fera des bonnes choses pour Kinshasa. Le mois de la femme, c'est terminé, c'est clôturé. Nous sommes au mois d'avril. Bernadette Poundou, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait par rapport à ce mois-ci? Est-ce que les droits des femmes en RDC, ça avance? Nous en sommes où? La parité, beaucoup de femmes se plaignent, hein, vous le savez, avec la sortie du gouvernement. Les femmes se plaignent, disent on doit respecter ce qui était prévu par la Constitution. On va en débattre calmement. Qu'est-ce que Bernadette a fait pendant le mois de la femme, en tout cas, j'ai animé 2 conférences sur le leadership de la femme, parce que le thème de cette année, c'était ça, le leadership de la femme vis-à-vis de la Covid-19. Et puis bon, nous, on a englobé vis-à-vis de toutes les situations sociales auxquelles elle fait face. J'ai fait des conférences, j'ai parlé du fait que la femme, au fait, est au centre de l'humanité. Ça, ce n'est pas une invention, c'est clair, c'est la matrice. Oui, exactement. Et quand la femme s'implique dans une situation ou dans une autre, dans la vie sociale, quand on donne la possibilité à la femme on se rend compte qu'en fait, l'homme revient au centre des préoccupations. Et tout ce qui se fait pour le bien-être de l'humain. Et partant, le social avance, partant, l'économique avance. Mais quand la femme est mise de côté, c'est toute cette intelligence, c'est toute cette compétence dont on exonère le pays et qui lui fait mal par après. Donc pendant tout ce mois de la femme, j'ai parlé de mon propre combat, parce que bon, c'est une forme de leadership que de se lever et lutter contre une maladie comme la drépanocytose, qui est une maladie, un monstre à plusieurs têtes. Donc j'ai donné mon exemple et j'ai en tout cas demandé l'implication de toutes pour que dans notre leadership naturel, nous puissions d'une manière ou d'une autre nous impliquer dans toutes les causes sociales. Oui, d'abord les causes sociales et ensuite le droit de la femme. Bon, nous avons parlé du droit de la femme, vous avez dit, il y a eu des sit-ins, les femmes ont été... Femmes veulent cette parité cette fois-ci avec ce nouveau gouvernement. On commence à mêler la présence de la femme à la sortie du gouvernement. Bon, quand je suis tout ceci, ça me fait un peu rire. Pourquoi? Ça me fait un peu rire parce que je me dis... reconnu par la Constitution. Oui, c'est justement, c'est un piège. Madame Paulette, suivez ma réflexion. Suivez ma réflexion. Je dis que c'est un leurre. Parce que déjà... nous savons d'abord que la situation du droit de la femme en République démocratique du Congo est déplorable. Nous savons que de ce fait, la femme a été tellement marginalisée
qu'aujourd'hui elle se retrouve paupérisée, elle se retrouve en marge des activités politiques, presque. Hein. Je ne peux pas me compter, moi et Madame Nyoka, et vous aussi, vous êtes quand même analyste politique, et certaines, nous sommes à compter du bout de doigt. Par rapport aux 52% dont nous constituons, nous ne pouvons pas dire vraiment que la femme congolaise jouit pleinement de ses droits, que ce soit professionnel, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Donc, partant, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parce que la femme n'est pas là, en tenant compte du fait du partage du pouvoir aujourd'hui qui va dans les forces politiques, vous le savez. Aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir un poste ministériel, vous devez être déjà une force politique, ce qui est déjà une aberration. En tout cas, on y reviendra si vous voulez, je vais expliquer pourquoi. Et vous devez avoir, en tout cas pour 8 députés, vous avez un siège ministériel. Dites-moi combien de femmes ont combien de députés pour avoir des sièges ministériels. Ces femmes sont dans les partis politiques, Bernadette Poundou. Les femmes sont dans les partis. Elle est dans Ensemble, madame, Colette Chomba est du PPRD. Je vous explique. Voilà. Je suis en train d'aller dans un raisonnement logique. Je suis en train de répondre en fait à ce qui se dit par rapport pour dire l'aberration de ce raisonnement-là. Et je vous dirai pourquoi je dis que c'est une aberration. Donc, je vous ai parlé des droits escamotés, les droits de la femme qui sont presque inexistants, bien que nous avons souscrit, bien que nous avons la Constitution qui dans son article 14, qui consacre ce droit, la parité, etc. Tout ça, nous mettons de côté. Nous savons que rien n'est appliqué. Nous avons une loi sur l'applicabilité de l'article 14, mais rien n'est appliqué. Nous sommes bien d'accord. Donc, ça fait que la femme est mise, en tout cas, sur la touche, le banc de touche. Nous venons avec le problème du gouvernement. On dit, chaque ministre, pour que tu sois nommé ministre, tu dois avoir au moins 8 députés. Nous savons qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui qui est présidente de parti politique qui ait pu avoir 8 députés. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est... Alors, bon, maintenant, qu'on nous revienne, qu'on nous dise, oui, parce qu'il n'y a pas les femmes, les partis politiques n'apportent pas les noms des femmes. Je me dis, qu'est-ce que cette raison cache? Pour moi, en fait, ça cache autre chose. Ah bon? Ça cache le fait que le gouvernement actuel, je veux dire, le régime actuel, n'est pas encore en mesure de sortir ce gouvernement pour des raisons qui leur sont propres. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, vraiment par un coup de baguette magique, le problème de la participation effective de la femme dans le gouvernement puisse être la raison. Même si moi, je conseille, je dis, ça pourrait l'être, mais si c'est dans la vérité. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est juste qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas sortir ce gouvernement. Et moi, vraiment, franchement, je ne cherche même pas à savoir. Mais tout ce que ma logique me dicte, je me dis, nous sommes probablement dans une logique de transition sans Kabila. Nous sommes probablement dans une logique de la justification du bilan des 5 ans du président de la République. Parce que les mois passent, les années passent et nous sommes encore en train de tourner en rond. Et pour donner peut-être une réponse de bonne foi, je me dis, nous sommes dans les revers au fait d'une alternance mal préparée. C'est ça mon raisonnement. Alors pour le reste, évidemment que la femme doit participer au gouvernement. Évidemment que s'il vous plaît Bernadette, moi j'avais proposé une piste de solution, mais les femmes n'en veulent pas. J'ai dit, aucune femme, pas beaucoup, il y en a qui ont des partis politiques, mais pas beaucoup. Est-ce que les femmes aujourd'hui, Bernadette, doivent créer elles-mêmes leur propre parti politique? Genre Taz Bolingo, j'ai toujours dit, Bernadette Poundou, tu crées ton parti politique. Moi j'adhère parce que tu es une femme. Alors que les femmes aussi, nous nous cloisonnons entre femmes, puisque personne ne va nous accorder ce que nous méritons. Notre droit reconnu par la Constitution, les hommes n'en veulent pas. Alors créons nos partis politiques. Bernadette crée son parti politique. Moi, Paulette, je crée mon parti politique. Christelle Vang a créé son parti politique. Colette Chomba a créé son parti politique. Là, on fédère les femmes et voilà. On pourrait le faire. Tout simplement parce que nous devons le faire. Mais ce ne serait pas une justification, ce ne serait pas que par cette solution-là que nous allons prétendre à avoir notre place partout où la Constitution nous confère nos places. Moi, je pense que nous devrons avoir le courage de porter plainte.
pour quand le gouvernement saurait qu'il n'y a pas la parité, nous portons plainte pour l'inconstitutionnalité de la... Oui, voilà. L'inconstitutionnalité, tout simplement, du contenu ça, des gens de la politique. Je vais tweeter tout à l'heure. C'est tout simplement, nous devons porter plainte pour ça, pour arriver à ce à quoi nous devons. Parce que vous savez, les femmes doivent se faire respecter parce que nous apportons quand même beaucoup dans les partis politiques. Je connais le combat de Bernadette Poundou au sein de votre parti politique. Et je n'ai jamais rien obtenu, justement parce que probablement parce que je suis une femme. Mais ça, je l'ai souvent dit, je le relève, parce que vous venez de dire, je le relève, mais moi, je n'ai jamais été une victime. Je prends ma position dans mon parti, je prends ma position dans la vie comme étant une réponse à mon destin. C'est-à-dire que je fais ce que je dois faire. Je m'implique dans la vie du Congolais à travers mes ONG, je m'implique dans la vie professionnelle du Congolais à travers mon action syndicale pour qu'on puisse considérer les journaliers qui puissent être engagés un peu partout dans les sociétés dans lesquelles ils sont employés indûment. Je me bats, j'apporte ce que je dois apporter à l'État congolais parce que l'État congolais m'a donné la vie. Mes parents sont congolais, je suis congolaise de père et de mère. Je suis consciente du devoir qui m'incombe d'apporter quelque chose à ma société et je le fais. Alors ma participation en politique, c'est une participation qui va de soi. Je me dis non pas que je suis la meilleure, que je suis là, je veux être ministre ou je sais pas moi PDG parce que je suis la meilleure. Non, je suis là parce que je me dis que je suis, comme on dit en anglais, I'm in service. Je suis au service de la population congolaise. Donc, vous avez ouvert une brèche, vraiment nous gagnons le temps, mais cette brèche-là, de père et de mère. Exactement. Cette phrase-là aujourd'hui, ça suscite des commentaires. Vous le savez, Noël Tchani, pour devenir président de la République en République démocratique du Congo, il propose à ce que l'Assemblée nationale vote cette loi. Pour être président de la République, il faut être né de père et de mère. Et nous le savons aujourd'hui que beaucoup de Congolais ne sont pas nés soit de père ou de mère congolaise. Alors, votre analyse, votre réaction à chaud en quelques minutes par rapport à cette proposition de Tchani. Oui, en quelques minutes, ce que je veux dire, c'est que la loi sur la nationalité congolaise, c'est une loi qui est très très riche. On dit oui, et Congolais, le monsieur, l'enfant qui naît de père et de mère, c'est l'article 7. Et puis il y a l'article... Ou de mère, aujourd'hui c'est ou de mère. D'un père et d'une mère congolaise et congolais, d'accord? C'est l'article 7. L'article 8, par contre, dit, et Congolais, l'enfant né au Congo, soit d'un père congolais et d'une mère congolaise. Non, d'une mère née au Congo. Née au Congo. Soit d'un père né au... Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire que cette loi est une loi tellement riche qui donne des possibilités à tous. Je crois que nous devons éviter cette exclusion, cette exclusion qui prend cette stigmatisation qui nous prend l'esprit quand il s'agit de la congolité, quand il s'agit de notre. Vous savez, on commence à réclamer cette congolité. Au fait, c'est quand on accède au poste. Il y avait le président Bongo qui disait: devenez président de la République, vous ne serez plus l'enfant de votre père, vous ne serez plus l'enfant de votre mère, vous ne serez plus vous n'appartiendrez plus à votre pays. Il avait dit d'une manière ironique, mais il avait raison. Aujourd'hui, je pense que les Congolais, tous ceux qui aiment le Congo et tous ceux qui ont une vision réelle pour le Congo, nous avons un réel problème de vision pour notre Congo, tous autant que nous sommes. Nous avons les murs de notre nation qui se fissurent. Tout entre dedans, tous les mauvais esprits entrent dedans, tous les autres pays limitrophes nous rentrent dedans parce que nous n'avons pas cette homogénéité dans la vision de ce que devrait être notre pays. Le débat sur la congolité, c'est un débat superfétatoire. Nous avons besoin d'avoir une vision, nous avons besoin d'autre chose. Sarkozy a été président de la République en France. Il n'est pas français de souche. Il a fait des belles choses pour la France. Et je ne pourrais même pas m'écarter en allant dans d'autres exemples. Je veux tout simplement dire, et Congolais, celui qui a la passion du Congo et celui qui a une vision pour le Congo et celui qui a la volonté de traduire cette vision bienfaitrice en action pour que le Congo puisse avancer. C'est ça le Congolais. Voilà, nous allons aller à l'Assemblée nationale. Vous savez, les propos de Mbosso par rapport aux députés de l'Est a été comme un coup de tonnerre. Beaucoup ont dit que Mbosso n'a fait que dire ce que les autres disent tout bas. Et beaucoup disent l'implication des fils du pays. On le dit tous les jours. Et Mbosso a osé ouvrir
la boîte de Pandore par rapport à cette question et la rencontre de Mbosso avec les ambassadeurs. J'ai vu de mes propres yeux Geneviève Inagozi, députée nationale, se lever et dire comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut, avant l'Assemblée nationale, donc avant les députés, parler de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale aux ambassadeurs avant les députés nationaux. Geneviève Inagozi s'est levée et a dit non, ce n'est pas possible. Et nous allons décortiquer cela tout à l'heure. Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ces débats républicains méritent que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui part, du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. Des députés nationaux réunis dans cet hémicycle et par ricochet par l'ensemble de notre peuple. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Je crois que l'appel du président Mbosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà. Parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici. Parce qu'il sera demandé de preuves à gauche, à droite. Mais tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Bernadette Poutou, vous avez suivi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund. Question directe du rétropédalage. Parce que beaucoup disent qu'il a fait du rétropédalage. Parce que nous-mêmes, nous avons entendu la vidéo de M. Mbosso indexant les députés de l'Est et en leur disant quitter les groupes armés. Nous avons tous suivi, cette vidéo a fait un buzz, ouais. Nous avons tous suivi et nous avons tous été choqués. Mais pour moi, en suivant cette vidéo et en faisant fi de ce rétropédalage, je reste sur la vérité qui avait été mise sur la place publique. Sur le fait que nous avons, avec ce que le président Mbosso avait dit, nous avons maintenant un pan sur le mystère de l'Est qui est en train de s'ouvrir. Parce que je pense que ça a toujours été une préoccupation pour tout Congolais lambda, de savoir pourquoi, au fait, ces massacres à répétition,
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesures coercitives pour pouvoir arrêter ces massacres? Pourquoi est-ce qu'on a souvent indexé les pays voisins et que les pays voisins ont toujours nié cette responsabilité? Pourquoi jusqu'aujourd'hui les Nations Unies qui sont censées, qui nous accompagnent à travers la MONUSCO dans la plus grande mission du monde et qui est la plus longue de tous les temps, pourquoi c'est un pan de mystère qui se lève. Mais moi je me dis ceci, je ne pourrais pas plonger pieds et poings liés dans cette comment dans ce trou qui se lève, au fait, dans cette possibilité et chercher des réponses faciles. Non, je ne pense pas que nos députés sont aussi cruels que ça. Je pense plutôt les fils du pays, il y a justement, j'y arrive. Il y a des fils du pays. Il y a probablement généraux, les députés, exactement. Les commerçants, et maintenant qu'il y a le pavé qui est jeté dans la mare, qui nous montre que effectivement c'est un filon à exploiter, ben nous finirons en tout cas, si le pays le veut bien, si le gouvernement le veut bien, mettre un nom sur tous ceux qui sont acteurs et actrices de tout ce qui se passe. Moi, je l'ai suivi, Bernadette. Il a dit, Bernadette. Oui, bien sûr. Je l'ai suivi. Il a dit, j'ai les preuves. Il a dit, moi, je suivais cette vidéo. Alors, à ce moment-là qu'il assume. Pourquoi il ne citait pas le nom de ses députés? Parce que c'est grave, ce serait grave, puisqu'il a des preuves. Alors, nous, toute la République est suspendue sur ses lèvres pour qu'il puisse nous donner, parce que, bon, dans sa position, nous imaginons bien qu'il ne peut pas dire des choses à la légère. C'est la deuxième personnalité de la République. Donc nous supposons que quand il dit des choses, ce sont des choses réelles et vérifiées et vérifiables. Donc, à ce moment-là, plutôt que de m'engouffrer, comme je vous ai dit, dans cette brèche qui m'est très, très, très généreusement offerte, je préfère retourner vers lui pour qu'il finisse la pensée qu'il a commencée. Les rôles des ambassadeurs, Bernadette Poundou, je sais que vous voyagez beaucoup. Est-ce que les ambassadeurs ici présents en République démocratique du Congo, est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop? Il y a un qui est mort dernièrement à l'est de la République, assassiné tout bêtement, tout lâchement. Mike Hammer qui est partout à l'est de la République et jamais à l'ouest. La présence de ces ambassadeurs chez le président de l'Assemblée nationale, même chez le futur Premier ministre qui n'est même pas encore avalisé par l'Assemblée nationale, chacun y va de son côté. Ils n'en font pas un peu trop, ces ambassadeurs présents en RDC? Je crois que quand vous mettez des enfants dans un terrain, si ce terrain-là n'est pas achalandé, les enfants vont s'éparpiller, vont jouer. S'il n'y a pas une réglementation quand les enfants sont en train de jouer au foot, si on ne fait pas respecter la réglementation footballistique, les enfants vont aller dans tous les sens. Les ambassadeurs qui sont ici en République démocratique du Congo se retrouvent un peu comme dans un terrain de jeu, où il n'y a pas de règlement, où il n'y a pas d'ordre. Nous sommes dans une situation de non-état où chacun, en arrivant, essaie de puiser, de prendre le pouvoir, d'extrapoler sur son pouvoir et fait ce qui lui semble bon. Parce que bon, l'interventionnisme de ces ambassadeurs, je préfère être de bonne foi et dire que ça part toujours d'une volonté de pouvoir aider, parce qu'il y a une absence, il y a une certaine absence. Comment ça fonctionne, il n'y a pas de sentiment, il y a des intérêts. Il y a une absence qui en ce moment défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Un mois sans gouvernement, un mois et demi sans gouvernement, exactement, deux premiers ministres payés avec les mêmes avantages. Exactement. Donc je me dis que tout ce que les ambassadeurs sont en train de faire reflète le fait que notre pays, notre État est absent. C'est l'absence de l'État, c'est l'absence... Exactement. Le 9 avril, Nangadi, ils vont présenter le rapport. Les réformes électorales, vous y tenez par rapport, par exemple, les gens disent qu'on doit enlever cette histoire de... Comment on a appelé ça, quota ou quoi, à la CENI, là, c'était quoi encore le terme exact, j'ai oublié. On doit réformer certaines lois, que les indépendants y reviennent, ces histoires de quotas, je ne sais pas moi, par rapport aux élections. Le problème lié à la, moi je dis même refondation de la CENI, c'est un problème qui est capital. Souvenez-vous qu'en 2006... Le seuil, voilà. Seuil. Souvenez-vous qu'en 2006 et 2007, après les élections, on a eu une guerre ici, presque une guerre urbaine, ici à Kinshasa.
Souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu des problèmes après les élections, après la proclamation des résultats liés à l'UDPS et tout, Papa Tshisekedi qui prétendait avoir été élu, etc., etc. Là, vous voyez le résultat. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. L'alternance a pris une tangente que plus personne n'arrive à contrôler. Pourquoi l'origine est liée au fait à la manière dont nous organisons les élections dans notre pays. La question fondamentale qu'on se pose, est-ce que nous sommes mûrs pour des élections? C'est ça la question fondamentale. Je me dis, reformer la CENI ou la refonder, ou ça nous ramène, c'est quand même beaucoup. Ça nous ramène 60 ans d'indépendance. 60 ans, madame, ou 100 ans. Les pays qui ont aujourd'hui atteint un certain niveau de démocratie et qui se traduit par les élections. Vous avez vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis après la proclamation de résultats de Biden. Ça montre à suffisance que il y a toute une culture, il y a tout un esprit, tout un mental que nous devons intégrer avant d'accéder aux réelles élections démocratiques qui pourraient nous démontrer, vraiment nous donner les réels dirigeants que nous choisissons et la réelle forme de la démocratie que nous aurons choisie. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de tourner en rond parce que à chaque élection correspond un retour en arrière. Donc, qu'on puisse refonder la CENI, qu'on puisse la réformer, pour moi, c'est vraiment un problème superfétatoire. Nous avons un problème d'origine à régler, un problème de mentalité, un problème de la question que nous devons nous poser. Est-ce que au point où nous en sommes dans notre pays, 60 ans après les indépendances, est-ce que nous sommes prêts à assumer des réelles élections qui seraient issues d'une réelle commission d'une réelle commission électorale nationale, etc. Donc nous avons, c'est un problème de réforme, c'est vraiment un problème fondamental. Donc je pense que ça nécessiterait toute une émission où on devrait vraiment décortiquer. Nous allons parler maintenant du gouvernement. 1 mois et demi, toujours en attente. Beaucoup, comme on a d'ailleurs survolé, on a dit, bon, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui bloque, en fait, la sortie de ce gouvernement? Bon, le FCC, le mariage FCC Cash a déjà été dissous. Qu'est-ce qui bloque vraiment la sortie de ce gouvernement? L'UNC a réagi. Et évidemment, vous le savez aussi, au Congo profond, et bien, la destitution du seul gouverneur UDPS par les députés provinciaux. Nous allons, mesdames et messieurs, décortiquer ça tout à l'heure. La population congolaise est toujours dans l'attente de la sortie du tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Selon l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, la mise en place de ce gouvernement est bloquée par la non-représentativité de la femme. Un avis que rejette en bloc Joël Mungu, vice-président de la jeunesse de l'UNC. La représentativité de la femme au niveau du gouvernement ne doit pas constituer un blocage parce que, au-delà de tout, la question de la femme est d'abord une obligation constitutionnelle et la femme congolaise, à travers le parcours démocratique de la République de notre pays, la République démocratique du Congo, a eu à faire ses preuves. Donc c'est au niveau des partis politiques que cette question doit être réglée. Ça veut dire, lorsque les partis qui ont adhéré à l'Union sacrée reçoivent leur quota de représentativité au niveau du gouvernement, c'est à leur niveau de désigner les femmes, de tenir compte de la femme pour qu'elle soit représentée au niveau du gouvernement. Donc ça ne doit pas poser un problème particulier pour que les gouvernements soient mis en place. Joël Mungu a également émis le vœu de voir les élections se tenir en 2023 en République démocratique du Congo, car selon lui, c'est une obligation constitutionnelle. 2023, c'est bientôt et le peuple congolais aura des questions sérieuses à nous poser et nous devons nous apprêter en tant que dirigeants, en tant que coalition au pouvoir, à apporter des réponses claires, à présenter un bilan pour solliciter une fois de plus sa confiance. Donc ce n'est que par le travail que le peuple congolais va continuer à nous soutenir. A noter que sauf changement de dernière minute, le gouvernement Samalou Kondé sera publié après les retours du président de la République qui séjourne au Qatar. Sur les 17 élus provinciaux présents à la plénière, 13 ont voté pour le départ du chef de l'exécutif provincial.
À cette occasion, la première institution de la province du Kassai oriental considère que désormais Jean Maweja et son gouvernement sont réputés démissionnaires. En effet, Jean Maweja Mouteba avait été invité à l'Assemblée provinciale pour présenter ses moyens de défense au sujet des griefs portés à sa charge. Il aurait sollicité le report pour préparer sa défense, mais cette demande a été rejetée par l'Assemblée provinciale qui est passée au vote de la motion contre lui. À noter que Maweja avait été élu en avril 2019 gouverneur du Kassai oriental, région d'origine du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était le seul des 26 gouverneurs issus du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il s'est de rappeler que la motion de défiance a été déposée ce mardi 30 mars 2021 contre le chef de l'exécutif et son gouvernement provincial. On lui reprochait notamment le détournement des deniers publics et les compétences notoires à gérer la province. Madame Bernadette, beaucoup de détails, hein. C'est pourquoi j'aime bien Congo Web Télévision, beaucoup de détails. Il a été, Jean Maweja Mouteba a été élu député national avril 2019. Député provincial. Gouverneur, merci. Okay. Merci vous me suivez vraiment, merci. Gouverneur en avril 2019. Et bonne précision, région d'origine de Fachi, du président de la République. J'aime bien cette petite précision-là. Et vraiment, les griefs, incompétences notoires. Ça me choque quand même de voir une grande province comme le Kassai oriental voter Jean Maweja Mouteba. Moi, depuis le début, je me posais cette question. Vraiment, il sort d'où permettez vraiment, permettez ce clown. Je me posais vraiment la question, il vient d'où, il sort d'où pour gérer une si grande province. Bernadette Poundou. Incompétence notoire. Ça, ce sont les retombées du partage du gâteau. Ici, la répartition des rôles politiques, surtout des postes décisionnels, c'est jamais l'objet d'un critérium. C'est souvent le critère, au fait. Le critère est souvent le militantisme, la participation, l'ambition, je dis bien l'agitation, hein, le fanatisme, etc. Et aussi de l'autre côté, l'argent, vous en avez, vous distribuez à tout le monde. En termes de reconnaissance, on vous donne le poste, un poste politique pour vous récompenser. Et là, c'est dans l'esprit. On vous rend l'ascenseur. On vous rend, non, rendre l'ascenseur parce que vous allez partir voler et récupérer tout l'argent que vous avez investi en donnant aux politiques. C'est ça, malheureusement, au bas mot, c'est ce que ça veut dire. Alors bon, maintenant, quand je vous entends vous poser la question, moi je me dis, bon, ça se voit bien que vous n'êtes pas dans la sphère des partis politiques. Vraiment, nous, c'est toujours ça que nous avons toujours vécu. On a toujours vécu et c'est connu, c'est reconnu et je peux même dire que c'est consacré. Dans un parti politique, ne viens pas avec ton intelligence, ne viens pas avec ta compétence, ne viens pas parce que tu n'y as pas de place. Et malheureusement, c'est pour ça que nous retrouvons souvent, et on a dit à un moment donné, les chèques en cravate, les koulounas en cravate. Malheureusement, ce sont les gens les plus immoraux, ceux qui arrivent à avoir des places en faisant des coudes, en tapant du pied à tout le monde, en bousculant tout le monde pour pouvoir se retrouver. Les plus combatifs, je dis les vrais lions, les opportunistes et qui se retrouvent, c'est eux qui arrivent et vous allez vous retrouver au in the end of the day, comme on dit en anglais, les plus médiocres en train de vous diriger et les meilleurs restez là en train de tourner les pouces et critiquer avec beaucoup d'intelligence ce que les médiocres font. C'est que généralement c'est ça le sort au fait d'un militant d'un parti politique lambda dans cette question. Bernadette, depuis le temps que vous êtes au sein de votre parti, cet internaute m'a dit une intelligence comme ça, il vous entend parler tout ça, jamais ministre, vice-ministre, jamais député. Est-ce que c'est à cause de ce que vous venez de dire que Bernadette Poundou, comme elle est intelligente, elle est belle, elle est ceci, bah tu es quoi. On ne veut pas que vous brillez au sein de votre propre parti. C'est une question personnelle parce que quelqu'un m'a dit de vous le poser. Bon, je ne pense pas que c'est vraiment conscient. Quelqu'un se dit, oui, voilà, Bernadette, je ne lui donnerai rien, elle ne va pas briller, elle ne doit pas... Absolument, ça n'a absolument rien à voir. Je vous dis, au Théâtre de la Verdure, pendant ma campagne, j'ai rassemblé 12 000 personnes.
qui sont venus m'écouter sur, les thèmes républicains sur lesquels moi j'ai basé ma campagne. C'était sur la femme, sur la drépanocytose, sur les journaliers, etc. J'ai eu beaucoup d'adhésions et j'ai été massivement voté. Bon, comme il y avait des nominations, comme d'habitude, moi j'ai pas été nommé. Ceci dit, je suis loin de venir sur votre plateau, Madame Kimuntu, et vous dire, oui, voilà, moi, si je ne suis pas nommé, c'est la faute de qui que ce soit. Non. Je suis Bernadette Pundu, fille de Pundu Pierre, décédée en 2020. Je suis fille de Madame Julienne Pundu Ikoli, qui est là. Je suis congolaise de père et de mère. Je travaille pour mon pays et je n'ai pas besoin d'avoir une position politique pour pouvoir apporter ce que je dois apporter à ma nation, à mon pays, à mon peuple. Je me sens responsable, je me sens, j'ai une mission, je sens que ma vie a une mission, ma vie est une mission et j'essaie de répondre. Au-delà de tout ça, j'appartiens à Dieu, je suis profondément spirituel. Je vous le disais tout à l'heure en off, ma vie est d'abord spirituelle et ensuite physique. Donc, je fais des choses d'une manière désintéressée parce que c'est ma vocation de le faire. Je suis dans un parti politique parce que dans notre pays, la démocratie, on consacre les partis politiques pour pouvoir, à un moment donné, gagner le pouvoir, le conserver, l'exercer pour le bien de la population. Je suis allé dans un parti politique par conformité et aussi par idéal. Quand vous voyez l'idéal de mon PPRD, de mon parti, nous sommes des sociaux-démocrates. Comme l'UDP, ça. Exactement. Donc, vous savez, quand j'entends social, je vibre. Je vibre parce que le social, c'est ma raison d'être. C'est le bien-être des autres, c'est ma raison d'être. J'y suis, je continue à travailler. Le jour où Dieu décidera que je puisse avoir une position, même pas m'élever, avoir une position, parce que bon, le terme élévation là aussi, c'est vraiment, c'est problématique, c'est pas une élévation, c'est simplement un choix. Exactement, oui, le jour où on n'est pas élevé ministre, on est choisi. On est choisi, exactement, parce que oui, voilà, parce que c'est ça cette notion qui fait que les gens sont prêts à tout pour être au-dessus des autres, pour être au-dessus des autres, croit-il. Et c'est pour ça que nous avons cette loi de préséance. L'être humain veut être préséant. Il pense qu'en étant au-dessus des autres, il a un droit de vie ou de mort, non seulement sur les autres et sur lui-même. Il va tout faire pour être à ce niveau-là. Et après, c'est ça qui bloque la sortie du gouvernement. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde n'a pas d'idéal. Tout le monde veut être ministre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre pays donne aucun espoir. Madame Kimuntu, il n'y a aucun espoir pour tout Congolais qui sort d'université pour aller travailler, aucun espoir. Un agriculteur de base qui veut faire son agriculture, il n'y a aucune institution qui l'encadre. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Il nous reste quoi? Et quand vous êtes sur la rue, vous voyez un ministre tel, dans une belle Jeep, avec Girofard, mais vous êtes Congolais. Et exactement. Et ça, c'est totalement humain, c'est la loi de la jungle, le plus fort gagne. Et c'est ce qui se passe ici chez nous. Nous sommes en face de ceux qui estiment être plus forts que tous les Congolais et qui veulent avoir chacun une part du gâteau de ce que représente le pouvoir politique ici chez nous et se retrouver au gouvernement pour régner sur les millions des autres Congolais. Donc moi, quand je regarde tout ça, j'ai beaucoup de... Ça me donne envie de vomir. Ok. Ne vomissez pas sur mon plateau. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une Nous allons parler maintenant de voyage du président de la République. Il est allé au Qatar dernièrement et ça a suscité beaucoup de polémiques. Voilà. Moi, je vais prendre un peu les à côté parce que je sais que le président est allé principalement pour chercher des investisseurs, mais moi, je vais prendre les à côté. C'est le bon du journalisme. Je vais vraiment prendre les à côté de ce voyage. Et ensuite, nous allons parler des propos par rapport à Kitenge Yesu. Monsieur Kitenge Yesu, vous savez, c'est... En séjour de travail depuis le dimanche dernier à Doha, capitale du Qatar, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à un forum réunissant les hommes d'affaires congolais et qataris. Le vice-président de la Chambre de commerce du Qatar, Mohamed Ben Ahmed, a remercié le chef de l'État d'avoir ouvert la RDC aux investissements qataris et il a exprimé la ferme volonté du patronat de l'Émirat d'investir dans différents secteurs de l'économie
en RDC. Le chef de l'État a fait un état des lieux des investissements en République démocratique du Congo, présentant les efforts fournis pour l'amélioration du climat des affaires en vue de sécuriser les investissements locaux et étrangers dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, les mines et l'énergie. Rappelons également que le lundi 29 mars, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Cheikh Tamim Ben Hamed. Ils ont conclu de nombreux accords et protocoles d'entente, notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale et technique, ainsi que dans celui de la coopération maritime. Ces accords portent aussi la protection des investissements massifs attendus entre le Qatar et la RDC, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. D'après Kitenge Yesu, au représentant du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la publication du gouvernement ne sera publiée qu'au retour du chef de l'État. Le Premier ministre Samalou Kondé va pratiquement terminer son travail et le présenter au chef de l'État sous peu de temps. À en croire Kitenge Yesu, les choses seront bien négociées, qu'il n'y aura pas de pire. La mise en place du tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation suggère une nécessité car elle en appelle à répondre à l'équilibre mais également aux exigences constitutionnelles de la représentativité nationale, a-t-il souligné. Pour le haut représentant du chef de l'État, il n'y a pas de retard enregistré dans la formation du gouvernement parce qu'il n'y a pas non plus de délai fixé pour ça. Samalou Kondé négocie pour intégrer les femmes en respectant le 30%. Il s'agit aussi de placer de nouveaux visages des jeunes, mais aussi à respecter l'inclusivité, alors que la taille du gouvernement a été réduite. Pour rappel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Doha, au Qatar, où il a signé plusieurs accords, notamment sur la modernisation et le développement des infrastructures portuaires. Bernadette Poundou, moi je prends vraiment les à côté, parce que nous le savons officiellement que le président est allé chercher les investisseurs, ça c'est un fait. Moi je prends les à côté de ce voyage. Je sais que vous voyagez beaucoup, vous êtes une élite, vous êtes au sein d'un grand parti politique. Ça, je vous attaque personnellement. Est-ce que ça vous fait pas mal quand vous descendez, par exemple, dans des aéroports comme à Addis Abeba, Dubaï, Paris, New York, Francfort, Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sortez de l'avion? Qu'est-ce que vous ressentez personnellement? Quand je sors de l'avion, que je vois tout ça, je me dis, ben tiens, ils ont eu le temps de de développer leur pays. Et nous n'avons pas encore ce temps-là. Vous savez, Madame Paulette, je vais vous surprendre. Je suis très très clémente avec mon pays. Je me dis que chaque pays a une histoire. Et chaque histoire a un début, a une continuité et a une fin. Nous sommes dans la construction de notre histoire. Et l'histoire nous prendra tous les désagréments que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, d'étayer aujourd'hui, mais c'est notre histoire. On n'a pas encore atteint un niveau où le développement réel sera autorisé. Et ça, je ne peux pas... Qui empêche ce développement? On réfléchit ensemble. Madame, parce que beaucoup disent que ce sont les Occidentaux qui empêchent. Beaucoup disent que les Blancs ne veulent pas que le Congo émerge parce que le Congo sera comme... vraiment le pilier, le son de l'Afrique, avec tout ce que nous possédons comme richesse et tout ça, comme cours d'eau, comme quoi, si le Congo se développait bien, l'Afrique décolle et les Occidentaux n'auront plus besoin de nous soutenir et de nous exploiter. Nous n'avons que 60 ans, Madame Kimuntu. Pour 60 ans. Vous allez aux États-Unis, à combien d'années date leur 200 ans à peu près, 200 ans. Madame, quand vous regardez, vous faites une proportion, vous verrez que il ne faut pas que nous puissions être jeter trop amers par rapport à notre propre. Il y a un temps de croissance. Il y a un temps de croissance. Je crois que... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous enfin, s'il vous plaît, en 1960, Bernadette Poundou, nous avons le même PIB que le Canada. Nous avons le même PIB que Singapour, que le pays des dragons, comme on dit. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Vous trouvez, vous êtes trop clémente. Je comprends. Moi, je ne suis pas clémente. La transition a été mal faite. Vous êtes clémente. Moi, je ne le suis pas. Madame je ne suis pas clémente envers ce pays. Je condamne notre élite de nous avoir fait échouer. Madame Kimuntu, ceux qui sont à la base
le PIB que vous êtes en train de mettre en exergue, c'était des Belges qui travaillaient chez nous. Nous avons fait la transition, nous avons récupéré nos institutions, nous avons commencé à gérer. Nous n'y sommes pas arrivés parce qu'on n'était pas préparés. C'est très très important de pouvoir tenir compte de ça. Vous savez, le développement, c'est l'homme. Oui, les richesses sont là. Oui, mais bon, ça c'est... Le Qatar aussi. Non, comparaison n'est pas raison, Madame Kimontou. Comparaison n'est pas raison. Nous devons avoir des éléments de comparaison. Nous sommes en 2020, nous sommes en 2018. Nous faisons une alternance entre Congolais. Regardez ce que ça nous a coûté. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes, bientôt 3 ans, nous sommes en train de tourner en rond. Il y a une dimension que souvent, quand nous faisons la critique de notre pays, il y a une dimension que nous occultons souvent. C'est la dimension de l'impréparation à tous les niveaux. Et cette impréparation, madame, je ne parle pas de l'impréparation d'un individu qu'on peut former en 10 ans, qui devient quelqu'un et qui commence. Non, nous sommes en train de parler d'un pays. Nous sommes en train de parler de 2 millions de kilomètres. C'est 2 345 000 kilomètres à gérer. Nous sommes en train de parler des gisements de tous les minerais du monde qui se retrouvent dans notre pays ici et dont le monde entier a besoin et qui n'a pas besoin d'attendre que nous puissions nous organiser pour qu'ils puissent venir exploiter. Ils le font déjà. Ça apporte un marma, je veux dire, un Al-Qaïda. Donc ça apporte un cafouillis dans le raisonnement. Et je vous dis, si vous commencez à aligner le nombre d'années de tel pays, le nombre d'années, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes vraiment pas. Le Congo, c'est un pays à part, c'est un pays exceptionnel. C'est pour ça que nous sommes en train d'insister sur le fait que les choses doivent être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. L'enseignement doit apporter le bon enseignement pour les élèves. L'université doit apporter l'enseignement adéquat pour les universitaires. Ainsi de suite, la recherche scientifique, apporter, donner, au fait, faire naître un vrai Congolais conscient de toutes ces richesses, conscient de la responsabilité qu'il a de gérer, conscient du rôle politique qu'il peut jouer pour pouvoir ramener le pays au concert des nations comme tous les autres. Ça ne s'improvise pas, madame. Je suis sûr que tout ça se prépare. Donc pour moi, oui, bon, quand j'arrive, je regarde, je dis, nous y arriverons. Je suis confiante, nous y arriverons. Mais prenons l'autre à côté. Les enfants du chef d'envoyé. C'est vrai que quand on a vu la photo du fils du président, je crois qu'il s'appelle Anthony ou Antoine, je ne sais pas trop bien, avec une autorité du PSG, ça a soulevé un bouclier. Beaucoup se sont dit, il voyage avec les frais de l'État, et patati et patata. Et comme on le sait, les réactions n'ont pas tardé à fuser. On a sorti les photos de Malia et de Sacha Obama en train de voyager avec son père. On a sorti les photos de tous les enfants de président qui voyagent avec leur père. Mais pourquoi chez nous, ça poser un tel... Oui, moi je pense que... un tel vent, oui, c'est parce que nous avons un problème fondamental. Le problème, au fait, c'est le mélange d'activités. C'est le mélange d'activités qui ne vont pas ensemble. Le président est dans son rôle de pouvoir faire des voyages, attirer des investisseurs. Mais à mon humble avis, cette étape devait se faire après la réorganisation des choses à l'interne. Après la mise sur les rails de tout ce qui ne va pas à l'interne. Ça pourrait permettre aux Congolais d'avoir une certaine vision et accepter ce qu'il fait parce que eux, ils se seront déjà retrouvés d'une manière ou d'une autre. C'est une réaction des Congolais frustrés. Oui, c'est une réaction de frustration. Nous sommes dans un pays où absolument rien ne marche. Et quand on voit les autres, et quand on voit le président chercher quand même à aller chercher des solutions, parce que c'est pas, il n'y va pas parce que bon, je suis Tshisekedi, je suis beau, j'ai un beau, mon fils est beau, je pars avec. Il est dans son rôle, mais je serais dans son entourage que je lui dirais, il faut mettre un peu de bémol dans cette démarche parce que peu importe, on peut ramener des investisseurs, mais dans le fatras qu'il y a ici à l'interne, les investisseurs, comment est-ce qu'ils vont se retrouver, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme travail? Parce que bon, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de rien organisé, il y a des frustrations. Il n'y a pas de délai pour la formation. Et d'ailleurs, moi j'avais proposé, il faut que l'Assemblée nationale tranche cette histoire. Le délai,
c'est la priorité de mettre la vie du Congolais dans une case. C'est de pouvoir organiser la vie du Congolais. C'est ça le délai, et c'est une priorité. Donc on ne peut pas dire le délai aujourd'hui, prendre un délai constitutionnel ou de non, c'est un délai des faits. Le gouvernement, dans son rôle, le gouvernement, il doit organiser, il doit déterminer, il faut combien de temps, Bernadette, pour qu'il y ait la formation mais justement, mais il faut très peu de temps, c'est à ça que je veux arriver. Il faut très peu de temps. On ne peut pas dire voilà un délai constitutionnel ou un délai quoi que ce soit, c'est tout simplement l'urgence. Il faut organiser, installer le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a quand même, chaque poste gouvernemental représente un besoin régalien, un besoin fondamental de la population. Donc tous ces besoins-là ne sont pas en attente. Le pays, les gens sont en train de crier, sont presque méchants avec le chef de l'État, tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que jusqu'aujourd'hui l'État est en train de faire. Et ça, et ça tronque toute l'appréciation de tout ce que le président de la République... Les gens en font trop. Hein. Le fils du président peut se retrouver avec son père dans des voyages officiels. C'est faisable, non? Parce qu'ailleurs, vous avez dit comparaison n'est pas raison, mais ailleurs ça se fait. Hein. Ailleurs ça se fait, oui. Moi j'ai vu le fils de Trump avec son père voyager. Ça se fait, mais justement, donc je suis en train de vous dire que tout ce qui est en train de se faire, c'est en comparaison de ce qui ne se fait pas. On reproche au chef de l'État de faire des choses en amont et en aval, de ne pas faire les choses qui concernent les Congolais directement. Et le Congolais est frustré. Le gouvernement, quand même, c'est une émanation du Congo, je veux dire du Congolais. En fait, c'est l'équipe qui est censée s'occuper du quotidien du Congolais. Quand le gouvernement n'est pas là, quand ceux qui sont là en train d'expédier les affaires courantes ne peuvent même pas engager l'État, ne peuvent absolument rien faire. Au fait, comme on dit en Lingala, Congo est ça, l'icolo à cric. Et comme nous avons trop d'analystes intelligents au sein de notre population, tout le monde est maintenant conscient, tout le monde voit que non, mais d'un côté, il y a des choses qui ne vont pas, mais le président, qu'est-ce qu'il part faire là-bas? C'est juste ça, donc il y a... Les dépassements budgétaires, j'ai tweeté tout à l'heure, merci à toi, Stani Bouchakera, et félicitations pour ton premier-né, Ebenezer Chamala. On a montré aujourd'hui, sous Kabila, il y avait à peine 425 conseillers. J'ai lu, hein. Peut-être si je me trompe, je vais revoir Twitter tout à l'heure. Mais sous Fachi, on a dit il y a plus de 1000 dépassements budgétaires. Et les gens ne comprennent pas que le président de la République, quand il était opposant, se levait et fustigeait ce que faisait Kabila. Mais aujourd'hui, il fait 2 fois pire que ce que faisait Kabila. Vous êtes proche du président Kabila à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas simplement la politique de haute toit que je m'y mette? Oui, mais bon, vous savez, l'alternance, c'est un peu ça, non? Le mot sauvage de l'alternance, c'est haute toit de là que je m'y mette. C'est au bas mot, c'est ce que ça veut dire, mais on n'en est pas là parce que le changement devait quand même être là. Il fallait quand même que le président Kabila ça devait être palpable. Laisser le siège à... Mais bon, je pense que moi, je ne réfléchis pas en faisant un copier-coller de réflexion avec tous ceux qui sont en train de la perception des autres. À mon avis, si on retrouve 1000 et quelques personnes autour du chef de l'État, c'est pour 2 raisons. La première raison, en fait, c'est que en arrivant avec le mariage FCC-Cash, le gouvernement qui avait été installé là, c'était pas un gouvernement dans lequel lui se retrouvait vraiment. Parce qu'il pensait que c'était pas des gens de confiance pour lui, pour pouvoir assurer son plan, sa vision en fait, sa vision, voilà, son plan de société et tout. Il a dû recruter parmi ses proches en pensant que ce sont ses proches qui vont constituer une espèce de genre de gouvernement parallèle. Voilà, pour qu'il puisse... Mais bon, il se trouve que je pense qu'il s'en est rendu compte, il s'est trompé. Il s'est vraiment mêlé les écheveaux, il ne sait plus aujourd'hui que faire, parce que quand vous posez la question aux animateurs actuels, vous allez au cabinet et tout, ils n'ont pas vraiment de réponse à donner par rapport au dépassement budgétaire. Il n'y a pas de réponse qui tienne. Il n'y a pas une réponse scientifique, il n'y a pas une réponse défendable qu'il nous donne. Donc je pense, pour moi, comme je vous dis, je suis très clémente. C'est l'apprentissage de l'alternance. C'est l'alternance. Vous savez, on ne peut pas passer de 18 ans de pouvoir et donner à quelqu'un
et puis attendre de lui qu'il puisse agir mieux que celui qui a eu l'expérience pendant 18 ans. Nous devons... Non, je ne suis pas trop clémente, au fait, Madame Kimuntu, vous savez, ça fait 20 ans. Quelqu'un du FCC, vous êtes ça fait 20 ans que je suis en politique. J'ai commencé très très jeune. Ça fait 20 ans que il y a des réalités. Il y a des réalités que même aujourd'hui, vous savez, le président Tshisekedi, il a dit... Une fois, je pense qu'on avait tous suivi sur Congo Web. Il disait, il n'y a qu'une seule personne à qui je peux faire confiance en matière de gouvernance, c'est Kabila, parce que lui, il avait déjà gouverné pendant toutes ces années. Et il est déjà passé par là, il sait ce que c'est. Et les autres, je ne pourrais pas. Il le disait quand il ne savait pas encore qu'il allait devenir président. Ça le rattrape. Ça le rattrape. On ne devient pas vraiment réellement le président d'un pays. Quand on n'est pas encore président. Quand on n'est pas encore président. Nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs. Nous allons terminer par la foire des femmes, des médias. Vous le savez, chaque mois, avec l'aide de quelques partenaires, les femmes de médias mettent en exergue leur travail. Et nous allons terminer par les 100 ans de l'église kimbanguiste, une des grandes églises de notre pays. C'est dans le cadre du thème de la Journée internationale de la femme que la 2e édition de Foire des femmes des médias a ouvert ses portes. Il s'agit des plaidoyers de la réforme du cadre légal des médias pour une meilleure jouissance de la liberté de la presse. Les cadres de l'Union congolaise des femmes des médias, l'Association congolaise des femmes de la presse écrite et autres organisations qui militent pour la liberté de la femme dans les médias ont exposé sur la valorisation du travail abattu par la femme pendant cette période de la pandémie. En dépit de la pandémie du coronavirus qui nous a imposé un nouveau mode de vie, au nom de l'ICOFEM et de la COFEP, des organisations professionnelles engagées dans la promotion de femmes de médias congolais, cette 2e édition de la foire est organisée à l'occasion du mois dédié aux droits de femmes, en offrant une grande exposition médiatique aux questions liées à la situation de la femme dans le monde. À travers cette 2e édition, il est question pour nous d'améliorer la qualité et la diversité de contenus médiatiques, ainsi que d'encourager l'inclusion sociale et l'égalité de chances de femmes de médias dans la profession. Cette 2e édition de la Foire des femmes des médias se veut un boulevard d'expérience des femmes du secteur médiatique et communicationnel, lesquelles expériences pourront amener à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur susmentionné. Un cadre de réflexion des journalistes professionnels ainsi que la jeunesse montante dans le métier du journalisme. Notons que 45 médias de Kinshasa vont, soit du 29 au 31 mars, exposer sur l'opportunité de présenter leur travail aux visiteurs de cette foire en raison des 15 médias par jour. Elle sera donc ouverte tant aux utilisateurs qu'aux consommateurs de médias. Des cris, chants, dans ces chansons, c'est sous cette ambiance que la Direction générale de la religion pandiste a commémoré d'abord le 100e anniversaire du début du ministère de Simon Kimbangu, ensuite le 30e anniversaire du voyage spirituel du père fondateur Mpadi Boukama. Une double célébration qui n'a pas laissé indifférent le président de la République. Empêché, Félix-Antoine Tshisekedi y a dépêché son représentant, Sylva Lokusa. Plusieurs autorités du Congo central étaient aussi présents. Nous sommes dans la cité sainte de Songampela, dans le territoire de Kassangolo. Dans son homélie, le représentant légal et chef spirituel des pandistes a expliqué le sens de cette double célébration, ce avant de prêcher l'amour du prochain. L'occasion était propice pour Lolendo Boseko Tampadi-Fils de remettre au chef de l'État le drapeau laissé par Simon Kimbangu à travers Sylva Lokusa, son représentant en ce lieu. Lolendo Bosekota explique. Papa Kimbangu a bataki musala naye le 18 mars, papa Mpada tiki biso le 19 mars. Yangwana lelo toyi ko fêter yango double événement à une seule journée. Alors, ezali sengo munene na bino yonso pour aller à travers le monde, peuple africain, tout ça, tout découvrir notre propre identité, tout changer, tout dresser front na biso. Longtemps courbé comme ça, en train de commander désespérément, mais tout redresser. Position pour sauter davantage. Juste après le culte, Sylva Lokusa a posé la première pierre au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la construction du temple Kikongo Pandiste.
Le représentant du président de la République n'était pas venu mais réduit dans sa gibecière une enveloppe pour assister tant soit peu cette communauté. Pour sa part, le numéro 1 de la religion pandiste a remis une vache au chef de l'État, une façon pour lui de féliciter Félix-Antoine Tshisekedi pour son accession à la tête de l'Union africaine. Madame Bernadette, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Les femmes des médias, vous êtes une femme. Vous pensez que les femmes des médias en République démocratique du Congo font très bien leur travail? Bah, mais vous, Madame Kemoto, vous, parce que bon, mais non, mais être bon, femme, c'est pas facile déjà. C'est ouais. la question qu'on nous pose toujours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Moi, je pose la question à cette femme qui est devant moi. Non, les femmes des médias dans notre pays sont vraiment formidables. Et je pense que c'est même une raison pour laquelle on en a retrouvé deux dans les gouvernements passés. On les a puisés dans les médias. Vous êtes les meilleurs. C'est pas parce que je suis en face de vous, mais je vous le dis. Il m'était arrivé d'ailleurs même d'en célébrer quelques-unes. J'avais célébré notre paix à son âme, Brigitte Mopane, quand elle avait été nommée présidente d'une organisation africaine, comme ça, des médias, des femmes de médias et tout. Non, vous êtes vous êtes fantastique. Merci. Et c'est ça ce que je dis à chaque fois. Une femme, quand elle est compétente, elle l'est. Une femme, quand elle est compétente, elle l'est. Et elle devient indispensable. Elle devient, exactement, c'est le mot que j'étais en train de chercher, indispensable et incontournable. Je fais vraiment du coq à l'âne parce que nous sommes en train d'atterrir. Vous avez une très très belle tenue. Oh, merci, c'est Fanny Mandina, je lui dis merci. J'allais en arriver là. Merci beaucoup. Parce que la femme et l'habillement, la femme et la couture, on va de pair. Hein. Exactement. Vous l'avez déjà dit, c'est Fanny Mandina qui a fait cette très belle tenue. Oui, c'est elle qui m'a une très grande styliste et une très grande couturière. Donc, et ça me fait extrêmement plaisir de voir des femmes comme Bernadette Poundou être des ambassadrices de nos couturière. Oui, surtout qu'elle elle a bénéficié d'une formation de Vlisco. Elle a été en Côte d'Ivoire chez Gilles Touré, le Christian Dior africain. Voilà, elle a été, et je pense qu'elle a absorbé. Elle a vraiment absorbé tout ce que elle coupe. Et c'est sans essayage. Hein. Donc elle a mes mensurations et tout, on envoie un pagne et puis on conçoit le modèle et puis c'est sans essayage. Petite fleur, parce qu'elle a déjà cousu pour moi aussi, en tout cas. Coup d'œil à Fanny Mandina. Moi, de la femme, beau travail. En tout cas, merci de sublimer, nous les femmes, les Congolaises. Merci. En tout cas, merci pour elle. Merci vraiment. Double célébration Kimbangu, c'est vrai, 100 ans de l'église kimbanguiste. Beaucoup disent c'est une église des Noirs, et beaucoup disent, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais c'est quand même 100 ans, donc ça a résisté 100 ans. Votre dernier mot par rapport à cette église qui fait la fierté de notre pays quand même. L'Afrique est profondément spirituelle. Le Bas-Congo encore plus. Et ils ont réussi à transporter cette spiritualité-là dans le monde entier. C'est chapeau bas. Parce que l'église kimbanguiste, c'est l'esprit congolais, c'est le drapeau haut du Congo en matière de spiritualité. C'est notre répondant spirituel. Nous, on devait peut-être même exiger de tout Congolais de faire un tour chez les kimbanguistes avant d'aller dans les autres confessions. Parce que je suis en tout cas bon anniversaire, bon 100 ans à cette église qui fait la fierté de notre pays et du monde entier, en tout cas de la spiritualité du monde entier, et que Dieu continue à les accompagner. Merci Bernadette Poundou, activiste. Merci en tout cas d'être passée à la barre. L'émission est terminée. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci en tout cas d'avoir répondu chaleureusement à mon invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je reçois une dame. C'est tellement rare. Bon, quand j'en reçois, je jette des fleurs. Permettez-moi un peu de féminisme en tout cas. Merci. Je le fais. Merci beaucoup. Merci. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à mon Air Force One, mon seul fils. Joyce Lofoli Salatiel, 20 ans. Bon anniversaire, fiston. Vraiment, 20 ans. 20 ans d'amour, 20 ans de Boutupassi, 20 ans de beaucoup de choses. Mais c'est le seul que j'ai et je lui jette des fleurs. Bon anniversaire à toi, mon fils. Et c'est vrai que le monde aujourd'hui est genré. Coucou à Fanny Mandina pour cette belle tenue. Et je découvre aussi un autre grand, c'est Chéri Essam qui m'a fait cette belle robe.
Ah ouais. Merci à toi aussi, chérie Essam. Les couturiers qui nous mettent en valeur. Moi, je veux vendre les couturiers congolais parce que, excusez-moi, j'en ai marre de voir les couturiers. Mais il y a José Essam aussi. Hein. Ah oui, c'est son frère. C'est son frère, C'est voilà. son frère. Et qui José fait aussi Essam des aussi. choses Lui vraiment aussi, fantastiques. Et tout à l'heure, je vais aller faire un essayage pour un mariage. Et je vous enverrai une photo. Ah, je vais le publier. Merci. Merci vraiment. Un grand travail à nos couturiers. Merci de nous sublimer ainsi. Et on se revoit avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Inch'Allah. Les femmes, venez, s'il vous plaît. Le plateau est Je ouvert. peux? Je vous en prie. Oh oui, voilà, vous avez déjà conclu, mais bon, je voulais vous féliciter pour votre look vraiment afro, votre look africain. Ça vous va à merveille. Le népi, et c'est un je pense combat que le aujourd'hui. népi, oui, voilà. Donc, il faudrait que nous puissions toutes entrer dans ce mouvement parce que ça sublime la beauté congolaise. Vous êtes très belle, Madame Kimou. Merci. Venant d'une femme d'une grande intelligence, ça fait toujours plaisir. À dimanche prochain, mesdames et messieurs.